Bienvenue aux Nuits de la lecture 2021. Cette année, la médiathèque de Toul vous convie virtuellement à découvrir des femmes du monde, à travers des extraits d'œuvres littéraires chinées aux quatre coins du globe. Nous avons choisi de lire ensemble deux autrices féministes. Chimamanda Ngozi Adichie vit entre le Nigeria et les États-Unis. Elle a écrit Chérie Jewel ou un manifeste pour une éducation féministe. Maya Angelou est une intellectuelle et militante afro-américaine et nous vous proposons de lire un extrait de Lettre à ma fille. Mais d'abord, Chimamanda Ngozi Adichie et son manifeste pour une éducation féministe. Lorsqu'il y a quelques années de cela, une de mes amies d'enfance, devenue entre-temps une femme brillante, bienveillante et forte, m'a demandé comment donner une éducation féministe à sa petite fille, la première chose que je me suis dite, c'est que je n'en avais aucune idée. La tâche semblait bien trop immense. Mais je m'étais exprimée en public au sujet du féminisme et peut-être en avait-elle déduit que j'étais une experte en la matière. Au fil des années, j'avais également eu de nombreuses occasions d'aider des proches à s'occuper de leur bébé. J'avais travaillé comme baby-sitter et contribué à élever mes neveux et nièces. J'avais beaucoup observé et écouté, et surtout j'avais réfléchi. En réponse à la sollicitation de mon ami, j'ai décidé de lui écrire une lettre que je souhaitais sincère et pragmatique, tout en me permettant aussi de structurer, en quelque sorte, ma propre pensée féministe. Ce livre est une version de cette lettre, légèrement remaniée. Maintenant que je suis moi aussi mère d'une délicieuse petite fille, je réalise à quel point il est facile de donner des conseils sur la façon d'éduquer un enfant quand on n'est pas réellement confronté soi-même à l'immense complexité de cette tâche. Pourtant, je suis convaincue de l'urgence morale qu'il y a à nous atteler à imaginer ensemble une éducation différente pour nos enfants, pour tenter de créer un monde plus juste à l'égard des femmes et des hommes. Mon amie m'a écrit en réponse qu'elle essaierait de suivre mes suggestions. Et en réalisant celle-ci en tant que mère, je suis bien décidée moi aussi à essayer. Chérie Jewel, quel bonheur! Et quel prénom adorable, Shizalum Adaora. Elle est si belle. À peine un jour et elle semble déjà curieuse du monde. C'est magnifique ce que tu as fait là, mettre un être humain au monde. T'adresser mes félicitations paraît bien peu de choses. Ton petit mot m'a fait pleurer. Tu sais comme je peux me montrer bêtement émotif parfois. Je veux que tu saches que je prends très au sérieux ta sollicitation. Comment lui donner une éducation féministe? Et je comprends ce que tu veux dire quand tu expliques ne pas toujours savoir comment réagir en féministe à telle ou telle situation. Pour moi, le féminisme est toujours affaire de contexte. Je n'ai pas de règles gravées dans le marbre. Ce que j'ai de plus proche d'une recette, ce sont mes deux outils féministes, et c'est ce que je te propose en guise de point de départ. Le premier outil, c'est ton postulat de base, la conviction ferme et inébranlable sur laquelle tu te fondes. Quel est ce postulat? Voici ce qui devrait être ton postulat féministe de base. Je compte. Je compte autant. Pas à condition que, pas tant que. Je compte autant. Un point, c'est tout. Le second outil est une question. Peut-on inverser une proposition X et obtenir le même résultat? Prenons un exemple. Beaucoup de gens pensent que pour une femme, réagir de façon féministe à l'infidélité de son mari implique de le quitter. Pourtant, selon moi, rester peut également être un choix féministe en fonction du contexte. Admettons que Shudi couche avec une autre femme et que tu lui pardonnes. Serait-ce la même chose si c'était toi qui couchais avec un autre homme? Si la réponse est oui, alors ta décision de lui pardonner peut être un choix féministe, parce qu'il n'est pas déterminé par une inégalité de genre. Malheureusement, dans la plupart des mariages, la réalité est que la réponse sera bien souvent non, et ce pour une raison fondée sur le genre.
cette idée absurde selon laquelle les hommes sont ainsi, ce qui signifie que l'on exige bien moins des hommes. J'ai quelques suggestions sur la façon d'éduquer Shizalum. Garde cependant à l'esprit que quand bien même tu ferais tout ce que je te conseille, ce qu'elle deviendra n'aura peut-être rien à voir avec tes attentes, tout simplement parce que parfois la vie est ainsi faite. Le plus important, c'est d'essayer. Et fie-toi toujours et avant tout à ton instinct, car l'amour que tu portes à ton enfant sera ton meilleur guide. Maya Angelou, lettre à ma fille. Projection de la mer. L'indépendance est un vin qui monte vite à la tête et peut avoir un effet tout aussi toxique que le vin nouveau. Peu importe qu'il soit bon, c'est addictif. Et après chaque verre, on en désire un autre. À 22 ans, je vivais à San Francisco. J'élevais un garçon de 5 ans, j'avais 2 métiers et je louais 2 pièces chez l'habitant avec accès à la cuisine, en bas. Ma propriétaire, Madame Jefferson, était attentionnée comme ma grand-mère l'eût été à mon égard. Elle était toujours prête à garder mon fils et tenait à préparer le dîner à ses locataires. Ses attentions étaient si délicates et sa personnalité si affectueuse que personne n'osait décourager ses désastreux exploits culinaires. Les spaghettis, servis au moins 3 fois par semaine, étaient une concoction mystérieuse de rouge, de blanc et de marron. À l'occasion, on dénichait un morceau de viande impossible à identifier. Je n'avais pas un centime pour aller au restaurant, donc mon fils et moi, bien que malheureux, restions assidus au dîner chez Jefferson. Ma mère avait quitté la rue Post pour emménager dans une maison victorienne de 14 pièces dans la rue Fulton. Le mobilier gothique qu'elle avait choisi pour la meubler avait été lourdement façonné. Les tissus du sofa et le mohair des chaises d'occasion étaient couleur lit de vin, et des tapis orientaux avaient été déroulés dans chaque pièce. Elle avait une aide à domicile pour nettoyer la maison, qui parfois comblait ses heures en faisant la cuisine. Ma mère allait chercher Guy, mon fils, 2 fois par semaine à l'école, le ramenait chez elle et lui préparait des goûters savoureux faits de pêche, de crème et de hot-dog. Pour ma part, je n'allais chez elle qu'aux heures de visite que nous avions fixées ensemble au préalable. Elle comprenait et encourageait mon indépendance. Nous avions un rendez-vous périodique chez elle, auquel je me rendais avec impatience. 1 fois par mois, elle cuisinait mon plat favori. L'un de ces déjeuners est resté gravé dans ma mémoire. Je l'appelle le jour du riz rouge de Viviane. Quand j'arrivais dans sa maison de la rue Fulton, je trouvais ma mère superbement vêtue. Son maquillage était parfait et ses bijoux magnifiques. Nous nous embrassions, je faisais halte à la salle de bain pour me laver les mains, puis nous traversions la sombre salle à manger pour entrer dans sa cuisine ensoleillée. Le déjeuner était en partie servi sur la table. Niveau gastronomie, Viviane Baxter était sérieuse. Ce fameux jour du riz rouge, ma mère avait cuisiné un chapon croustillant, rôti à sec, sans jus ni sauce, accompagné d'une simple salade verte, sans concombre ni tomate. Un large bol couvert était posé à côté. Elle bénit ardemment notre repas d'une courte prière, posa sa main gauche sur le couvercle et sa main droite sur le bol. Lentement, elle le fit pivoter et en souleva le couvercle pour révéler son contenu. Une montagne éclatante de riz rouge, finement décorée de persil émincé et de tiges d'oignons verts. Le chapon et la salade ne figurent certainement pas en aussi bonne place dans ma mémoire gustative. Pourtant, chaque grain de riz restera incrusté pour toujours à la surface de chacune de mes papilles. Glouton, gourmand, ont une connotation trop négative pour décrire le bonheur de qui savoure à satiété son plat favori. 2 généreuses portions auraient dû me rassasier, mais ce plat était si exquis que, misant sur l'élasticité de mon estomac, je me resservis 2 autres fois. Ma mère avait un programme pour le reste de la journée, donc nous sortîmes en même temps après avoir débarrassé la table. Au milieu de la rue, nous fûmes enveloppés par une piquante odeur de vinaigre provenant de l'usine de cornichons à l'angle des rues Fillmore et Fulton. Je précédai ma mère. Elle s'arrêta et m'appela chérie. Je me retournai vers elle.
Ma chérie, j'y ai beaucoup réfléchi, mais maintenant j'en suis convaincue. Tu es la femme la plus formidable que je n'ai jamais rencontrée. La tête levée vers moi, elle parlait du bas de son 1,60 m, pendant que j'inclinais la tête pour admirer cette coquette petite dame au parfait maquillage, ses diamants aux oreilles, propriétaire d'un hôtel et admirée de toute la communauté noire de San Francisco. Tu es très gentille et très intelligente, et on ne trouve pas souvent ces deux qualités réunies. Madame Eleanor Roosevelt, Mary MacLeod Bethune et ma mère. Oui, tu fais partie de cette communauté. Viens, donne-moi un baiser. Elle m'embrassa sur les lèvres, puis traversa la rue pour monter dans sa Pontiac beige et marron. Je me ressaisis et descendis la rue Fillmore jusqu'à l'arrêt du tramway 22. Ma volonté d'indépendance m'interdisait d'accepter le moindre sou de ma mère et même d'être raccompagnée par elle, mais j'acceptais volontiers sa sagesse. En repensant à ses propos, je me suis plusieurs fois dit « Imagine qu'elle ait raison. C'est une femme brillante qui a souvent répété qu'elle ne craignait assez personne pour avoir à mentir. Supposons que je devienne vraiment quelqu'un. Imagine. » Ce jour-là, alors que j'avais encore le goût du riz rouge dans la bouche, je décidai que le temps était venu de prendre soin de moi et de renoncer à certaines de mes addictions préférées, comme fumer, boire et jurer. Si seulement je pouvais vraiment devenir quelqu'un, un jour. Apprends à lire Achizaloum. Apprends-lui à aimer les livres. Le mieux est encore de lui montrer simplement l'exemple au quotidien. Si elle te voit lire, elle comprendra que c'est une bonne chose. Même si elle ne devait pas aller à l'école et se contenter de lire des livres, elle en saurait sûrement davantage qu'un enfant éduqué de façon conventionnelle. Les livres l'aideront à comprendre et à questionner le monde. Ils l'aideront à s'exprimer et ils l'aideront dans tout ce qu'elle voudra devenir plus tard. Qu'elle soit chef, scientifique ou chanteuse, les compétences apportées par la lecture seront utiles dans tous les cas. Je ne parle pas de livres scolaires. Je parle de livres qui n'ont rien à voir avec l'école, d'autobiographies, de romans et de livres historiques. Si rien d'autre ne marche, paie-la pour lire. Récompense-la. Je connais une femme nigériane remarquable, Angela, une mère célibataire qui a élevé son enfant aux États-Unis. Sa fille rechignait à se mettre à la lecture. Alors elle a décidé de la payer 5 cents la page. Une entreprise onéreuse, plaisantait-elle plus tard, mais un investissement rentable. Rendez-vous sur les sites de la médiathèque pour d'autres voyages littéraires. À bientôt!